Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur LCI. C'est l'heure de votre grand dossier. Face à Poutine, Trump est-il déjà en échec? Donald Trump revient-il bredouille de son appel avec Vladimir Poutine? Le président russe a-t-il roulé le président américain? Conférence de presse annulée à la Maison-Blanche, quasiment aucune annonce claire en interview. On a comparé les communiqués de presse de la Maison-Blanche et du Kremlin. Vous verrez que les deux présidents ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Est-ce vraiment étonnant? Nous serons avec un ancien diplomate russe, Alexandre Melnik. Regardez, il est juste derrière moi. Bonjour Alexandre. On est ravis de vous avoir dans ce grand dossier. Vous êtes l'un des rares à réussir à vous mettre dans la tête de Vladimir Poutine. À tout de suite. En attendant, Donald Trump est encore et toujours au téléphone. Il vient juste de raccrocher à l'instant avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. 1 heure d'appel. On en parlera. Que se sont-ils dit? Il y a déjà une première réaction de Donald Trump sur les réseaux sociaux qui parle d'un très bon appel. Nous serons en direct d'Ukraine et en direct des États-Unis, mais aussi de Russie. Regardez, vous voyez nos correspondants et nos envoyés spéciaux qui sont sur place. Grâce à nos équipes, vous ne raterez rien des derniers échanges sur cette guerre en Ukraine. Mais partons d'abord à Moscou avec Jérôme Garot et Michael Merle. Bonjour à tous les deux. Au lendemain de cet appel historique entre Donald Trump et Vladimir Poutine, que dit la presse russe, Jérôme ? Bonjour, bonsoir Émilie. Alors cette conversation téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump faisait encore l'ouverture de tous les journaux de télé à la mi-journée. C'est aussi la une de l'entièreté de la presse papier russe. Je vous ai pris un journal pour vous montrer qui s'appelle Rossiyskaya Gazeta. Ça veut dire, ça appartient au gouvernement russe, ce qui n'est pas un détail. Donc vous voyez les portraits des deux hommes en train de téléphoner, mais le plus important c'est le titre. Il est écrit, mais comme sur tous les titres de tous les autres journaux, nous nous sommes entendus l'un l'autre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la presse russe est à l'unisson pour souligner les points d'accord, les points de convergence entre les deux présidents. Il y a une vraie satisfaction de Moscou d'être un petit peu de nouveau dans la cour des grands, dans ce grand jeu diplomatique. Et à cet égard, un extrait du communiqué du Kremlin à la suite de l'entretien téléphonique hier est riche d'enseignements. Le Kremlin qui évoque, je cite, le rôle particulier que jouent les États-Unis et la Russie pour assurer la sécurité du monde. Vous voyez, on revient presque à l'esprit de la guerre froide avec les blocs qui co-gèrent le monde avec les superpuissances, États-Unis, Russie et aujourd'hui Chine. Mais sur le fond, on l'a beaucoup dit, Vladimir Poutine a concédé très peu de choses pendant cet entretien téléphonique et ce début de négociation. On a plutôt l'impression que pour l'instant, le président russe essaie de gagner du temps. Merci beaucoup Jérôme Garot avec Michael Merle depuis Moscou, qui est sur ce plateau avec nous cet après-midi. Sylvie Bermann, bonsoir Madame l'ambassadeur. Bonsoir. Ancienne ambassadeur de France en Russie. Gwendoline de Bono, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes plus souvent sur le terrain que sur les plateaux, donc on est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Journaliste, envoyé spécial très régulièrement en Ukraine. Et puis le colonel Michel Goya. Bonsoir colonel. Bonsoir Amélie. Merci d'être là, consultant militaire LCI et historien. J'aurais grandement besoin de vous, évidemment, pour aller aux cartes, pour comprendre exactement où on en est sur le terrain, parce que visiblement, il y a un rouleau compresseur qui s'appelle la Russie et qui avance en ce moment même sur le front. On est aussi avec Alexandre Melnik. Bonsoir Alexandre. Merci d'être avec nous, professeur de géopolitique à ICN Business School et ancien diplomate russe. D'abord, peut-être un petit mot sur cet appel qui vient juste de se terminer entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Qu'est-ce que ça veut dire, Sylvie Bermann, quand le président américain dit « c'était un très bon appel ». Ça veut dire que pour lui, ça s'est bien passé, mais pas forcément pour l'Ukraine ? Ça, on n'en sait rien, mais c'est un appel qui est indispensable. Qu'il négocie en tête-à-tête avec Vladimir Poutine, c'est une chose, mais il faut quand même faire passer également les préoccupations de l'Ukraine. D'ailleurs, je ne suis pas sûre que ça passerait mieux s'il y avait une rencontre ou un appel téléphonique à 3, parce que le risque, c'est de 2 contre 1 et contre Zelensky. Donc, il vaut sans doute mieux à ce stade que les États-Unis restent le pays médiateur, mais à condition de prendre
en compte évidemment les préoccupations de l'Ukraine, parce que ce qui s'est passé lors de cet entretien téléphonique de 2h30, c'est quelque chose qui avait déjà été évoqué entre Russes et Ukrainiens. La réunion avait été annulée, mais c'était il y a quelques mois au Qatar, c'est-à-dire d'interdire toutes les frappes sur des installations énergétiques. Donc c'est pas une grande concession, surtout qu'on est au printemps aujourd'hui. En tout cas, pour l'Ukraine, c'est peut-être moins essentiel, plus pour la Russie. Et l'échange de prisonniers, c'est important, on ne peut que s'en réjouir. Il y en a déjà eu. Gwendoline, on sait que l'Ukraine avait été très déçue, voire même vexée d'être mise à l'écart de ces discussions. Est-ce que là, tout est pardonné quand on voit que Donald Trump, dans la foulée de son appel avec Vladimir Poutine, passe 1 heure au téléphone avec le président ukrainien? Non, je pense pas. D'abord, les Ukrainiens, les officiels ukrainiens, quand vous parlez de ça avec eux, ils voient qu'il y a une direction qui est claire, qu'il y a un rapprochement entre les États-Unis et le Kremlin. Donc ça va pas suffire. En revanche, Volodymyr Zelensky, ce qu'il attendait de ce coup de téléphone, c'était de comprendre qui allait observer une éventuelle trêve, un éventuel cessez-le-feu, parce que pour l'instant, il faut le rappeler, on n'y est pas. On ne sait pas quand ça commence, on ne sait pas par qui c'est vérifié. Donc ça, c'est important pour Volodymyr Zelensky. Et puis, il faut voir aussi quelque chose, ce qui passe pour des concessions, c'est-à-dire cette trêve, on arrête de frapper les infrastructures énergétiques de la part des Russes. En ce moment, c'est plutôt les Russes qui en ont besoin parce que les Ukrainiens mènent une campagne de frappe qui est extrêmement efficace sur toutes les infrastructures énergétiques russes, avec les raffineries de pétrole, les dépôts de carburant qui financent la guerre de la Russie, qui financent vraiment son opération militaire spéciale, comme ils disent. Donc c'est tout ça dont ont dû parler Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Mais on le rappelle, le président ukrainien n'a rien dit pour le moment. Et il n'a rien dit pour l'instant. On surveillera de très près, évidemment, la moindre déclaration qui viendra de l'Ukraine. Colonel Goya, on sait que vous vous méfiez beaucoup de Donald Trump. Hier, déjà, vous étiez assez pessimiste quant à cet appel entre Vladimir Poutine et le président américain. Là, qu'espérez-vous, en tout cas, après 1 heure d'appel avec Volodymyr Zelensky? Pas grand-chose. En fait, d'abord, l'appel entre Poutine et Trump, c'est quand même Poutine 1, Trump 0. Oui. Sans aucune surprise. Donc, qu'est-ce qu'il peut bien annoncer au président ukrainien quand il n'a déjà rien annoncé Lui demander peut-être d'accepter cette fameuse trêve. Mais comme le dit Gwendoline, c'est un cadeau aux Russes. Les Ukrainiens avaient 2 cartes, 2 choses qui embêtaient véritablement Vladimir Poutine, c'est la poche de Kursk et c'était les frappes sur les hydrocarbures. C'est ça ces 2 éléments qui les irritaient, qui leur faisaient mal. Première carte est éliminée et la deuxième est en cours d'être éliminée. Donc voilà, et par-dessus tout, il y a cette idée cette demande, en tout cas cette exigence de Vladimir Poutine de l'arrêt de toute aide occidentale à l'Ukraine avant de commencer négociation. Donc en fait, il remet la pression sur le camp occidental ukrainien sur le thème écoutez, si vous continuez à aider, c'est vous qui êtes responsable de la poursuite de la guerre et en même temps il sait très bien que c'est quelque chose qui est pratiquement inacceptable. Donc il gagne du temps. Et puis là, je ne sais pas très bien ce que Trump a pu dire à Volodymyr Zelensky. On attend que Marco Rubio donne le détail. On va vite en savoir plus parce qu'on sait que les Américains sont assez bavards. Après, il ne faut pas s'attendre non plus à des résultats décisifs comme ça au bout de quelques jours. C'est un long processus qui va durer certainement très longtemps. Et en même temps, il est tellement imprévisible qu'on peut s'attendre à toute déclaration sur les réseaux sociaux. Je voudrais juste aller voir Alexandre Melnik qui est toujours avec nous. Alexandre, je voudrais vous montrer un autre extrait du message qu'a posté Donald Trump il y a quelques instants. Il dit « Une grande partie de la discussion était basée sur l'appel passé hier avec le président Poutine afin d'aligner la Russie et l'Ukraine en termes de demandes et de besoins. » Franchement, est-ce que vous y croyez ? Non, pas du tout. Je crois que d'abord, il ne faut pas croire à la parole de Poutine, parce qu'on a déjà vu plusieurs fois la parole de Poutine ne vaut pas grand-chose. Alors donc voilà. Et je crois que l'une des erreurs de Trump, c'est qu'il prend très au sérieux
à la lettre, au pied de la lettre, les déclarations de Poutine. En fait, si vous voulez avoir mon avis, évidemment, c'est pas facile d'être dans la tête de Poutine, hein, mais je crois que Poutine se paye la tête de Trump. C'est-à-dire Poutine balade aujourd'hui, pour parler de façon assez courante, balade à Trump actuellement, et Trump qui, comme vous le savez, comme tout le monde le sait, il a l'habitude de dominer son interlocuteur. Mais en fait, en l'occurrence, il est dominé par Poutine. Est-ce qu'il le sait ? Je ne suis pas sûr, peut-être qu'il ne le sait pas, mais finalement, L'Art de Deal, le livre que Donald Trump avait écrit, se révèle quand même une sorte de plaisanterie par rapport au manuel de manipulation par le KGB que Poutine pratique, c'est-à-dire il prend l'ascendant sur son interlocuteur, et en fait, regardez, quand il a fait patienter Trump sous prétexte qu'il était dans une réunion avec des oligarques russes, en fait, il reprend le coup du Labrador. Vous vous souvenez, le coup du Labrador avec Merkel, lorsqu'il a amené le chien, alors que Merkel détestait le chien. Pourquoi il le fait ça? Mais tout simplement parce qu'il teste les limites de son interlocuteur. Et quand il constate qu'il n'y en a pas, il fonce. Et c'est ça, justement, la force de Poutine et la force de son passé du KGB. Et dernière humiliation, lorsqu'on parle de la guerre, quelque chose de terrible. Il ne faut jamais oublier que l'horreur est quotidienne aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il propose à Donald Trump? Il propose de relancer les matchs de hockey sur glace. On comprend bien quand même l'importance de hockey sur glace pour l'Union soviétique à l'époque de la guerre froide et pour la Russie d'aujourd'hui, mais il faut quand même relativiser les choses. Il s'agit d'un grand enjeu géopolitique, peut-être le plus grand enjeu géopolitique du XXIe siècle actuellement, c'est-à-dire la guerre en Ukraine. Et là, c'est une manœuvre de diversion qu'il propose Poutine, parlant de hockey. C'est très intéressant ce que vous dites, Alexandre Melnik. Je voudrais juste faire réagir le plateau sur ce que vous dites. De hockey sur glace, il dit oui, il accepte. C'est-à-dire, Je vais faire réagir le plateau sur ce que vous dites, Alexandre. Je ne suis pas sûr. Et je termine en disant que... Je crois qu'il ne m'entend pas. Vous m'entendez, Alexandre? Je voudrais juste faire réagir le plateau sur ce que vous dites, parce que vous dites plein de choses qui sont extrêmement intéressantes. Restez bien avec nous, mais justement, Sylvie Bermann, il a des mots très forts, Alexandre Melnik, qui dit que Vladimir Poutine balade Trump, qu'il se moque littéralement de lui, et qu'en gros, il est tombé sur plus fort que lui. Est-ce qu'on en est là? Alors, sur le fait que Vladimir Poutine prend l'ascendant, oui, il est formé à ça, il l'a été par le KGB. Maintenant, je ne sais pas si le retard de l'appel a vraiment une signification, je ne sais pas pourquoi, parce que ça arrive constamment, et de toute façon, Donald Trump n'est pas dans son bureau à attendre, je veux dire. Mais il rebondit aussi sur le fait qu'il n'y a pas eu vraiment de résultats. Non, alors ça, c'est autre chose. Regardez ce que dit CNN hier, oui, je vous montre juste ce qu'a dit CNN. Après une semaine d'attente théâtrale, et c'est ce que disait Alexandre Melnik, les États-Unis ont obtenu un échange de prisonniers relativement limité et des matchs de hockey. Non, mais c'est ce que j'ai dit tout au début en réagissant effectivement à cette absence d'accord. C'est vrai que ça paraît dérisoire par rapport aux attentes. Le problème, c'est que tout est aujourd'hui télévisé, mis en scène dans les réseaux sociaux. Avant, les négociations diplomatiques, ça se passait de manière confidentielle. C'était mieux avant. Il y avait plusieurs étapes. C'est-à-dire, ça évitait d'avoir des jugements catégoriques ou des déceptions quand une réunion se passait mal, parce que c'était suivi d'une autre. Donc là, il va en avoir d'autres. Mais c'est sûr que cette réunion n'était pas à l'avantage de Donald Trump. Je pense que c'est la raison pour laquelle il a appelé aussi Volodymyr Zelensky. Et c'est peut-être une chance qu'il prenne en considération les positions de Zelensky sur la sécurité de l'Ukraine et les garanties de sécurité. Et peut-être ça l'incitera aussi à discuter avec les Européens qu'il avait l'intention d'écarter. Faisons un petit détour par l'Ukraine pour aller retrouver nos envoyés spéciaux sur place. Bonjour Charles Ignorel, vous êtes avec Camille Souhaut. On a appris que cet appel entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky avait duré 1 heure. Il est terminé depuis quelques instants. Pour l'instant, est-ce qu'il y a une réaction du côté de l'Ukraine et du côté de Volodymyr Zelensky ?
Et pour le moment, pas de réaction du côté de la présidence qui nous a en effet confirmé la fin de ce coup de téléphone, mais pour le moment, pas de réponse en ce qui concerne le résumé que nous attendons tous, à savoir qui fera la communication en premier. Est-ce que ce sera plutôt du côté de l'Amérique, de Donald Trump, ou bien ici de Volodymyr Zelensky? On sait que ce coup de téléphone était très important. On a vu ces vives réactions depuis plusieurs heures, à la fois du côté des officiels qui disaient nous ne voulons pas faire de concessions, il y a des lignes rouges à ne pas dépasser. Il le martelait et on pense bien que c'est ce qu'a dit Volodymyr Zelensky à son homologue américain. Et puis du côté de la population aussi, qui était dans l'incompréhension avec ces attaques de drones cette nuit, notamment alors que Vladimir Poutine parlait de ne pas frapper les sites énergétiques. Vous voyez beaucoup de questionnements évidemment à suivre et donc des réponses certainement pour le peuple ukrainien. Merci beaucoup Charline Hurel avec Camille Souhaut depuis la capitale ukrainienne. Gwendoline de Bono, vous êtes très souvent en Ukraine, vous connaissez aussi parfaitement la communication de Volodymyr Zelensky. Est-ce qu'il va prendre son temps? Est-ce que ça peut nous donner des indices, le fait qu'il n'ait pas réagi et que Donald Trump l'ait fait? Et en même temps, on sait que le président américain n'attend pas. Il poste très régulièrement des messages sans même attendre certaines conclusions. Oui, et puis Volodymyr Zelensky va en parler avec son directeur de cabinet, avec son administration. Et ensuite, je pense qu'il prendra la parole, parce qu'il a plutôt tendance à régulièrement faire des comptes rendus aux Ukrainiens avec des vidéos. Donc, j'ai pas de doute sur le fait qu'il prendra la parole. Oui, alors après, ils viennent de raccrocher. Je pense qu'il est en train d'en parler. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas ce qu'il fait exactement. Par ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, je pense que c'est leur première communication directe depuis l'altercation dans le bureau ovale. Dans le bureau ovale. Donc, c'est pas rien non plus. Et puis, ça avait fait un changement politique qui était assez impressionnant à constater en Ukraine, où vraiment les Ukrainiens s'étaient tous remis derrière Volodymyr Zelensky, y compris des officiers qui étaient plutôt assez critiques avec lui. Donc il y a tout ce contexte-là à prendre en compte. Et je ne pense pas que Volodymyr Zelensky, tout de suite, dès la sortie de l'appel, va faire comme Donald Trump un tweet, mais c'est à peu près sûr qu'il va rendre compte de ce coup de fil et de ce qu'il a demandé, de la discussion qu'il a eue à ses compatriotes. Oui, Alexandre Melnik, c'est vrai qu'on avait été très choqués de la scène qui s'était déroulée dans le bureau ovale entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Est-ce qu'il faut espérer une relation apaisée, notamment après le premier commentaire de Donald Trump qui dit que l'appel s'est très bien passé avec le président ukrainien? Apaisé, je n'en sais rien, je n'en suis pas sûr du tout, mais il fallait renouer le fil de la conversation, le fil du dialogue avec l'Ukraine pour Donald Trump. C'est fait, ce qui prouve que rien n'est encore joué, que le suspense est total. Je suis persuadé que Donald Trump ne sait pas exactement sur quel pied danser, parce qu'il ne peut pas lâcher complètement l'Ukraine. Lâcher l'Ukraine, c'est montrer sa faiblesse. Et ça, il ne peut pas se le permettre. Et d'un autre côté, je voudrais souligner qu'à l'intérieur de l'administration de Trump, il y a deux lignes qui se distinguent aujourd'hui. Il y a la ligne de Marco Rubio, c'est d'ailleurs le secrétaire d'État, qui était plus attentive par rapport aux revendications de l'Ukraine. Et il y a l'autre ligne qui est beaucoup plus dure, qui est incarnée par Steve Witkin. Et aujourd'hui, il y a deux lignes qui se confrontent et quel arbitrage sera fait par Donald Trump, personne ne le sait, parce que c'est l'imprévisibilité du personnage. Mais ce qui est important aussi, c'est que Zelensky doit s'imposer, encore une fois, comme un homme qui résiste. Et vous savez, les grandes déclarations géopolitiques, etc., ce n'est pas forcément le point fort de Donald Trump. Mais il respecte les gens qui résistent. Il respecte les hommes forts. Et Zelensky doit montrer justement cette force de caractère par rapport à l'agression russe. Et je crois que déjà, la conversation s'est passée, c'est déjà en fait, c'est déjà en quelque sorte une victoire de Volodymyr Zelensky. La conversation n'a pas été écourtée et après, il faut suivre l'évolution des événements. On va suivre avec attention la moindre réaction du côté de l'Ukraine, évidemment, mais pour en revenir sur cet appel entre Vladimir Poutine et Donald Trump, regardez comment la presse en parle, et notamment les illustrateurs aussi. Regardez ce dessin de Chenu, notamment, qui en dit long sur ce qui s'est passé par téléphone. Je vais vous lire ce qu'ils se disent. Donald Trump lui dit « Alors, Vladimir, est-ce que tu es prêt pour le cessez-le-feu ?» Et Vladimir Poutine lui répond « Je t'entends pas bien, je passe dans un tunnel. » On va demander à Léa Merlier, qui est à Washington et qui est notre correspondante sur place. Bonjour Léa, vous êtes avec Mathieu Derrien. Est-ce que Donald Trump finalement est déçu de cet appel? Qu'est-ce qu'on en dit à la Maison-Blanche?
Cet appel entre Vladimir Poutine et Donald Trump avait été annoncé avec beaucoup d'optimisme de la part de la Maison-Blanche et du président américain lui-même. C'était censé être un événement, presque un tournant dans la guerre, grâce à Donald Trump qui s'était présenté comme le négociateur capable de faire signer un cessez-le-feu à Vladimir Poutine. Mais après cet appel, étrangement, le président américain s'est fait discret. À l'issue, pas de grande conférence de presse. On a pu regarder l'interview préenregistrée qui a été diffusée hier soir sur Fox News. Les premières questions sont à propos de cet appel. Il évoque rapidement le contenu de son appel avec Vladimir Poutine, mais la suite de l'entretien est essentiellement portée sur des questions de politique générale, sa relation avec le Canada ou encore sur les questions autour des droits de douane. Bref, comme si finalement cet accord était bien en dessous des attentes de Donald Trump. On vient même à se demander si le président américain ne s'est pas retrouvé face à un meilleur négociateur que lui. Merci beaucoup Léa Merlier avec Mathieu Derian depuis Washington. Colonel Goya, c'est vrai que les États-Unis en avaient fait beaucoup sur cet appel. On attendait un point presse à la Maison-Blanche. Finalement, il a été annulé. On attendait des annonces tonitruantes de Donald Trump qui était en interview sur Fox News hier soir. Finalement, il n'y a pas grand-chose qui en est ressorti. Non, rien de véritable. Mais je me demande à quel point Donald Trump s'abuse lui-même de sa puissance, de sa capacité à faire avancer les événements. Il est tombé sur plus fort que lui ? Sur plus habile certainement de la négociation, plus manipulateur, oui certainement que lui. Poutine joue parfaitement de toute la gamme sur d'influence envers Trump, depuis l'idéologie, depuis peut-être même les compromissions. Alors c'est quelque chose qu'on évoque, mais l'argent et puis surtout Poutine a le temps. Et Trump ne l'a pas. Voilà, donc il y a une asymétrie dans la négociation entre ces deux éléments. Donc oui, Trump est plutôt dans l'embarras, il n'a rien dit hier. Après son coup de téléphone à Volodymyr Zelensky, il n'a rien dit non plus, il a dit que c'était très bon. Ok, donc s'il y a eu vraiment quelque chose à annoncer, dont il pouvait tirer un avantage... C'est vrai que c'est un peu le langage à la Maison-Blanche, ça se passe très bien, c'était un très bon appel. Oui, non, mais c'est systématiquement comme ça. Mais surtout le 11 mars dernier, donc il y a une semaine, les Américains et les Ukrainiens s'étaient mis d'accord sur une trêve immédiate de 30 jours avec un arrêt total des combats. Donc là, on devait avoir la réponse russe. La réponse russe, c'est non. C'est quand même ça aussi, je crois qu'il faut rappeler, c'est que Vladimir Poutine a dit non à ce qui était présenté par les Américains et les Ukrainiens. Je crois que Marco Rubio disait maintenant la balle est dans le camp de la Russie. La réponse russe aujourd'hui, elle semble claire, c'est non. On revient dans un instant dans ce grand dossier. Nous serons à la fois en direct de Kiev, en direct de Moscou, de Washington. On continuera évidemment à parler de tous ces coups de fil qui s'enchaînent à la fois entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Et puis cette fois, on l'a appris, Donald Trump a passé 1 heure au téléphone avec Volodymyr Zelensky. On attend des réactions du côté de l'Ukraine. Et puis nous aurons le plaisir d'aller devant les cartes avec vous, colonel Goya, pour nous montrer à quel point la Russie n'a pas l'intention de s'arrêter dans cette guerre. C'est même tout le contraire. Elle est en train d'avancer sur le terrain et elle met la pression sur les Ukrainiens. A tout de suite sur LCI. Donald Trump revient-il bredouille de sa discussion avec Vladimir Poutine? S'est-il fait balader par le président russe? Bonjour, soyez bienvenus dans la suite de ce grand dossier sur LCI. Dans un instant, vous verrez qu'il n'y a quasiment aucune annonce faite du côté de la Maison-Blanche. C'est même pire encore, l'armée russe est en train d'avancer dangereusement sur le terrain. C'est ce que nous verrons sur les cartes avec le colonel Goya dans un tout petit instant. Mais avant, l'essentiel de l'actualité avec Donald Trump qui est encore et toujours au téléphone. Au lendemain de son coup de fil avec Vladimir Poutine, il s'est entretenu pendant 1 heure avec Volodymyr Zelensky. Il parle d'un très bon appel et il considère le cessez-le-feu sur la bonne voie. Au Proche-Orient, la trêve enterrée, Benyamin Netanyahou a repris ses frappes sur Gaza la nuit dernière. Il ne cache pas ses intentions. Il veut gagner son bras de fer avec le Hamas et récupérer ses otages. Emmanuel Macron dénonce un retour en arrière dramatique. Et puis en France, va-t-on vers la fin du conclave sur les retraites? François Bayrou continue d'espérer un accord, mais la CFDT parle ce matin de contrats rompus et réclame l'instauration de nouvelles règles pour continuer. De son côté, la CGT annonce qu'elle pourrait claquer la porte dès ce soir. Partons donc en Ukraine notamment, et plutôt même aux États-Unis avec cet appel entre Vladimir Poutine
et Donald Trump. On en parle avec vous, Jette Partouche. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Alors, c'est pas tout à fait vrai que Donald Trump et Vladimir Poutine sont sur la même longueur d'onde. Pour le savoir, vous avez trouvé une astuce. Vous vous êtes penché sur les communiqués de presse et les comptes rendus après cet appel. Vous êtes la meilleure au jeu des 7 différences. Vous en avez trouvé beaucoup. Oui, vous allez voir que c'est vraiment 2 versions bien différentes. D'abord, sur la forme, l'un est beaucoup plus long que l'autre. Celui du Kremlin, 13 paragraphes à droite, donc. Celui des États-Unis, 4 seulement. On va aller directement dans le vif du sujet, à savoir le cessez-le-feu. La Maison-Blanche parle du cessez-le-feu dès la première phrase. Les présidents ont évoqué la nécessité de la paix et du cessez-le-feu en Ukraine. Ça n'arrive qu'en 5e page du côté du Kremlin. Et c'est beaucoup moins direct. La partie russe a souligné un nombre de points importants. Autrement dit, je vous fais les sous-titres. Dans ce qu'a proposé Donald Trump, la partie russe n'a accepté que certains points. On retrouve donc ce oui mais. Les points en question, le cessez-le-feu n'est pas global, mais ne concerne pour le moment que les infrastructures énergétiques. Là aussi, 2 façons de le formuler. Côté américain, le mouvement vers la paix commence par un cessez-le-feu sur les infrastructures. Vous noterez le verbe « commence », ça a son importance, parce que quand on le met, ça laisse entendre qu'on se dirige vers une suite d'un cessez-le-feu plus important. Terme qu'on ne retrouve absolument pas chez les Russes. Donald Trump a avancé une proposition selon laquelle les parties du conflit n'attaqueraient pas les infrastructures pendant 30 jours. Vladimir Poutine a accepté et en a donné l'ordre, point. Alors, pour la suite, dans le communiqué, voilà, parce que c'est très long, notamment du côté de la Russie. Dans le communiqué du Kremlin, c'est écrit noir sur blanc les points sur lesquels Vladimir Poutine ne veut surtout pas fléchir. Oui, effectivement, Vladimir Poutine le précise de nouveau. La cessation complète de l'aide américaine à l'Ukraine comme condition sine qua non à la paix. Il n'y a pas un mot sur ça, pas une ligne sur ça dans le communiqué américain. Vous voyez, page blanche. En revanche, la question du Moyen-Orient est abordée. Elle est présentée du côté des États-Unis comme une région de coopération potentielle. On sait à quel point ce sujet divise les 2 parties. La Maison-Blanche va assez loin puisqu'elle dit cette phrase. Les 2 dirigeants ont partagé l'avis que l'Iran ne devait jamais être en mesure de détruire Israël. On imaginait assez mal le côté russe le préciser noir sur blanc. Eh bien, c'est précisément ce qui se passe. Hormis le mot coopération, eh bien, ni Iran ni Israël ne figurent dans le communiqué du Kremlin. Reste la question des relations entre les États-Unis et la Russie, puisque c'était aussi l'objet de cet appel. Dans le communiqué américain, un avenir marqué par une amélioration des relations bilatérales offrirait d'énormes avantages. La Russie en parle également, mais se positionne davantage comme la force incontournable pour assurer la stabilité dans le monde. Il en va de la responsabilité de la Russie et des États-Unis d'assurer la sécurité et la stabilité du monde. Merci beaucoup, Jade. Sylvie Berman, est-ce que c'est assez révélateur, ces différences qu'on retrouve dans les communiqués du Kremlin et de la Maison-Blanche ? Oui, tout à fait. Enfin, faut dire que c'est assez courant. Et en général, les Russes ont toujours leur propre version d'un communiqué. Il est rare qu'il y ait des communiqués conjoints. Mais là, on voit bien les points d'achoppement. C'est-à-dire que pour Donald Trump, on est sur la voie d'un cessez-le-feu global, alors que les Russes énumèrent leurs conditions. Je pense que c'est l'aspect le plus important. La coopération sur l'Iran ou autre, je pense qu'ils en ont parlé, qu'il y a effectivement beaucoup d'attentes de la part de Donald Trump. Les Russes n'ont pas souhaité le préciser. Mais le point le plus important, c'est évidemment les conditions d'un cessez-le-feu qui, clairement, ne sont pas remplies du côté russe. Gwendoline de Bono, est-ce que pour vous... Est-ce que vous avez l'impression que ces 2 hommes sont sur la même longueur d'onde quand vous voyez toutes ces différences dans cette communication ? En tout cas, il y a quelque chose qui est assez clair, c'est que Vladimir Poutine agit de manière rationnelle pour quelqu'un qui est en train de rentrer dans une négociation, c'est-à-dire en gardant une pression militaire sur le terrain, en gardant ces demandes maximalistes qui sont ces demandes depuis le premier jour où la Russie a envahi l'intégralité de l'Ukraine, alors que Donald Trump agit de manière irrationnelle pour quelqu'un qui rentre dans une négociation, c'est-à-dire en donnant un certain nombre de cartes avant même d'avoir obtenu la moindre concession. L'appel téléphonique est déjà quelque chose qu'il a donné, qu'il a offert à Vladimir Poutine.
On sait que les Russes voulaient depuis longtemps avoir ces discussions bilatérales avec les États-Unis, en dehors d'un cadre européen ou avec les Ukrainiens, ou juste d'avoir cette discussion, le président américain, le président russe, c'est déjà quelque chose qui est donné à Vladimir Poutine. Donc il y a une attitude rationnelle de la part de Vladimir Poutine et irrationnelle de la part de Donald Trump qui entre dans cette négociation en donnant déjà beaucoup de ses leviers potentiels à Vladimir Poutine. Alors au lendemain de cette discussion par téléphone entre Donald Trump et Vladimir Poutine, eh bien, le président russe s'est exprimé aujourd'hui, notamment sur le terrain. Et écoutez notamment ce qu'il dit sur la région russe de Koursk. Nous savons que nos troupes ont récemment mené un certain nombre d'opérations rapides, assez audacieuses et très efficaces. Nos troupes achèvent de vaincre les forces ennemies dans la région de Koursk. Voilà, et regardez ce que dit l'ISW, l'Institut américain qui étudie la guerre. C'était aujourd'hui. Les forces russes ont récemment progressé dans l'ouest de la région de Zaporijjia dans un contexte d'intensification des opérations offensives russes. On va peut-être écouter le président Zelensky qui s'est exprimé. Alors, c'était avant son appel avec Donald Trump, mais il a dit un mot justement sur cette pression russe qui est exercée sur son armée en ce moment même. Écoutez-le. Nous constatons une concentration nouvelle de forces russes à Koursk. Leur objectif est clair. Ils veulent frapper la région de Soumy, la région de Kharkiv et celle de Zaporijjia. Mais nous ne les laisserons pas avancer facilement. Bon, alors on va comprendre exactement ce que veut dire Volodymyr Zelensky. Toute la pression repose sur vous à présent, colonel Goya. On va aller voir une carte de l'Ukraine, notamment de quoi veut parler le président ukrainien quand il parle de rouleau compresseur russe en action en ce moment même sur 3 points principaux. Alors, la carte va bientôt s'afficher. Alors là, c'est ce qu'on appelle un bug. Ce n'est pas du tout une carte, mais ça va arriver. On va voir. Voilà, merci beaucoup. On a le front donc ukrainien et là, on a représenté par des points toutes les zones où la Russie semble faire pression sur l'Ukraine. Soumy, Kharkiv, Zaporijjia. D'accord. Alors, il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'il y a des négociations que les combats s'arrêtent. Au contraire, les combats continuent parce qu'il s'agit de se placer dans les meilleures positions possibles dans le cadre de ces négociations et au moment où il y aura effectivement un cessez-le-feu. Alors, ce qui est intéressant, c'est dans la période actuelle, c'est d'abord, oui, il y a une reprise d'activité après une période d'une accalmie, une reprise d'activité des opérations russes, en profitant aussi d'ailleurs de la météo qui est beaucoup plus favorable. Et deuxième élément intéressant, c'est que cette pression russe s'exerce à peu près partout, mais elle s'exerce aussi de manière périphérique au centre de gravité des opérations qui était pour l'instant plutôt le Donbass. Donc on a effectivement des choses qui se passent. Vous voulez dire que c'était plutôt de ce côté-là? Voilà, ça c'est la priorité absolue, c'était quand même les opérations dans le Donbass, en particulier dans la province de Donetsk, en direction de Pokrovsk, en direction de Kramatorsk. Et là, on a un petit peu une extension des opérations sur l'ensemble du front. Alors partons d'abord à Soumy. Là, on est plutôt dans le nord du pays. C'est l'un des objectifs militaires du Kremlin. En bleu, ce sont les positions ukrainiennes dans la région russe de Koursk. Donc là, on est du côté de la Russie. Oui. Ça, c'était il y a un mois. Regardez maintenant ce qu'occupent les Ukrainiens aujourd'hui. C'est bien plus petit. Ce que craignent aussi les Ukrainiens, c'est une forte avancée des Russes. Et c'est notamment ce que dit Volodymyr Zelensky, c'est que les Russes sont en train de pousser fortement dans la direction de Soumy. Oui. Alors là, c'est le premier secteur, d'une certaine façon, qui correspond à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Et là, on est dans une situation où les Russes essaient de capitaliser un peu sur le momentum, sur l'offensive réussie dans la région de Koursk, avec peut-être non seulement, on voit effectivement les petits territoires encore occupés par les Ukrainiens, la récupération complète. Il y a moins de 100 km² qui sont occupés par les Ukrainiens. C'est probablement plutôt une zone de recueil qui est destinée à récupérer les dernières forces ukrainiennes qui sont sur le territoire avant de se replier sur le territoire ukrainien. Maintenant, il y a déjà des infiltrations russes, en réalité, sur le territoire ukrainien en direction de Soumy. Donc il y a une première axe de pression qui est dans cette région. Et un deuxième, on assiste effectivement plutôt à une concentration dans la région de Kharkiv, avec peut-être cette idée d'étendre la tête de pont au-delà de la frontière. Alors, il y a un projet russe
c'est une demande en tout cas russe, d'une zone tampon, d'une zone de protection de la frontière, c'est-à-dire une zone au-delà de la frontière côté ukrainien qui serait au moins vide de toutes les forces ukrainiennes et peut-être occupée même par les forces russes. Peut-être s'agit-il effectivement de quelque chose voulant aller en tout cas dans ce sens. On va maintenant quitter le nord de l'Ukraine et partir vers le sud. Regardez sur cette carte où se trouve Zaporijjia. On avait parlé des trois obsessions en ce moment, en tout cas de Vladimir Poutine. Alors là, donc on est plutôt dans le sud. Hein. Voilà. Soumis, c'était dans le nord. Là, on est parti du côté de Zaporijjia. Quand on regarde sur cette carte, vous le voyez ici, il y a la centrale nucléaire de Zaporijjia qui est entre les mains des Russes. En revanche, la ville de Zaporijjia est toujours du côté ukrainien. Ça, c'était il y a un mois. Alors, vous allez me dire, c'est pas très flagrant, mais regardez, l'armée russe a quand même un petit peu avancé, puisque là, on va regarder une carte qui est du jour et qui montre que... alors, on me dit dans l'oreillette qu'il y a un nouveau bug, donc vous ne le verrez pas tout de suite, mais en revanche, il y a quelques petites avancées par-ci, par-là de l'armée russe. En revanche, on voit bien que c'est extrêmement compliqué d'aller prendre la ville de Zaporijjia. Alors, bien sûr. Alors, là aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours aussi des combats, il faut bien le rappeler, on va marquer Kourakové, il y a toujours des combats très violents qui se déroulent dans ce secteur. Mais là, la nouveauté, c'est que après la frontière, les Russes font un effort aussi de manière un peu plus périphérique sur la province de Kherson, qu'on ne voit pas ici, mais on n'a pas parlé, mais ils ont tenté de franchir le fleuve Dniepr pour avoir une tête de pont au-delà du Dniepr. Et là, d'une certaine façon, ils essaient aussi d'avoir un peu une tête de pont en direction de Zaporijjia. Voilà, on voit justement les positions qui viennent de s'afficher. Alors, c'est minuscule. Vous l'avez dit, hein, c'est pas très, c'est pas énorme. Mais il n'empêche que l'ISW affirme bien que les forces russes sont en train de... Oui, ce qui est important, c'est qu'il y a un effort russe, effectivement, dans cette région. Alors, bien sûr, ils ne vont pas s'emparer de Zaporijjia. Au rythme où vont les opérations, il leur faudrait des mois, des années pour y parvenir. Mais ils mettent l'accent là-dessus. Alors, peut-être, là aussi, pour rappeler que, parmi les revendications, il y a celle d'avoir les 4 provinces complètes ceux qui ont été annexés officiellement et totalement illégalement par la Russie. Et la Russie dit toujours, voilà, nous voulons la pleine souveraineté sur ces provinces, pas simplement des morceaux. Donc, il y a dans ce cadre-là la province de Zaporijjia qui est encore pour moitié, pour un gros tiers en tout cas, contrôlée par les Ukrainiens. Et les Russes signifient un peu par cette opération qui disent voilà, nous tenons à cette province. Alors bien évidemment, les Ukrainiens ne lâcheront jamais cet endroit. Oui, ce sera extrêmement compliqué. Merci beaucoup, colonel Goya, pour toutes ces explications. On va aller retrouver nos envoyés spéciaux qui sont en Ukraine, justement. Charlie Nurel, bonjour, vous êtes avec Camille Souot du côté de Kiev. En revanche, Soumy, il en a été question sur les cartes et vous étiez à Soumy ces derniers jours. Est-ce que vous nous confirmez qu'il y avait une pression russe qui s'accentuait sur place ? Tout à fait, c'est bien ce que nous disaient les soldats qui étaient sur place. Donc vous savez, il y a d'abord eu ce repli ukrainien de la région de Koursk et il y a eu ces soldats russes qui ont franchi d'ailleurs la frontière et qui se sont emparés d'au moins 2 villages, car lorsque nous sommes parvenus à entrer dans cette zone, ils étaient finalement pas très loin de nous. Donc il y a une avancée russe à ce niveau-là. L'objectif des Ukrainiens était évidemment de stopper cette avancée, mais c'était bien leur crainte de savoir si les lignes de défense seraient assez suffisantes et s'ils avaient assez de personnes, donc de soldats, pour faire face à cette pression. Nous étions aussi peu avant dans le secteur de Pokrovsk et là c'est pareil, les combats étaient très intenses. Nous avons pu voir beaucoup de drones russes surtout qui survolaient la zone. Donc en effet, ça rejoint en tout cas ce que disait Volodymyr Zelensky, qu'il y avait toujours cette pression russe sur au moins 3 points, voire 4 points du front, avec cet objectif d'avancer au maximum peut-être avant des négociations. Merci beaucoup Charlie Nurel avec Camille Souot depuis Kiev. Gwendoline de Bono, vous êtes aussi très souvent sur le terrain. Quand je vous ai demandé tout à l'heure combien de fois vous étiez allé en Ukraine depuis le début de la guerre, vous avez ri en me disant mais j'y suis 2 semaines tous les mois. Donc en gros la moitié du temps en France, la moitié du temps en Ukraine. Comment est-ce qu'on ressent cette pression ? Comment on sent que finalement que l'armée russe avance ? C'est principalement grâce aux témoignages des soldats ? Non, pour le coup, le front ukrainien est encore assez accessible. Donc, on s'organise avec des unités qu'on rejoint. Et ça se sent effectivement les moments où il y a une pression, où il y a une poussée russe. Après, c'est vrai que c'est une ligne de front qui a
qui a beaucoup changé en un an notamment, avec un immense travail des drones qui sont vraiment partout, et beaucoup moins, moi ce qui m'a frappé la dernière fois, et on en parlait avec les soldats ukrainiens, parce que il y avait cette idée d'arrêt de l'aide américaine qui a été arrêtée quelques jours puis qui a reprise, mais c'est une ligne de front qui est beaucoup moins dépendante de l'armement américain, par exemple. C'est une ligne de front aussi où l'Ukraine est en capacité de produire beaucoup plus d'armes que seulement il y a un an. Aujourd'hui, par exemple, les drones. Je dis les drones parce que quand on va sur le front, c'est vraiment c'est partout en fait. Et ben l'Ukraine en produit 4 millions maintenant par an, ce qui était impensable au début du conflit. Donc on voit quand même aussi une montée en puissance de l'armée ukrainienne sur certains points, mais c'est vrai avec un front qui est actif partout. Et je rajoute d'ailleurs que hier, il y a des soldats ukrainiens qui, eux, ont commencé à lancer une offensive dans la région de Belgorod, donc en Russie, qu'ont traversé pour remettre la pression du côté russe de la frontière. Moi, la dernière fois que j'étais avec une unité justement qui travaillait avec des drones et qui opérait en Russie. Et ça, ils me l'ont dit, les soldats avec qui j'étais, nous, on a un ordre de mettre la pression en Russie le plus possible. Et il y a cette histoire effectivement de zone tampon et d'être en position de force, mais vraiment de faire le plus d'opérations possibles en territoire russe. Sylvie Berman, Vladimir Poutine a aussi absolument besoin de montrer qu'il avance et que finalement il n'est pas en position de faiblesse, que son armée est forte et qu'elle est capable encore de mettre la pression sur cette armée ukrainienne. Oui, tout à fait. Enfin bon, l'armée russe a quand même un certain nombre d'atouts par rapport à l'armée ukrainienne, ne serait-ce qu'en termes de nombre. C'est ce qu'on a vu à Koursk. Koursk, il était impensable qu'il y ait des négociations tant qu'il y avait un Ukrainien sur le territoire de la Russie. Donc évidemment, ce qui se passe, et ce qu'a dit Michel Goya tout à l'heure, quand il va y avoir une négociation ou un cessez-le-feu, eh bien les belligérants jettent leur dernière force. Et l'intérêt des Russes, c'est de conquérir le plus de terrain possible, d'autant plus que la difficulté qui va se poser, c'est celle des territoires revendiqués par la Russie, enfin intégrés dans la constitution russe et non occupés, parce que Vladimir Poutine n'a cessé de dire que toute négociation devait se fonder sur la réalité de terrain. Or, la réalité de terrain, c'est que la Russie n'occupe pas ces villes en particulier que vous avez citées tout à l'heure, en particulier Kherson et Zaporijjia, et qu'on voit mal comment ça pourrait être fait en quelques semaines ou quelques mois. Allez, on revient dans un tout petit instant dans ce grand dossier. On parlera de hockey sur glace. Vous m'avez demandé tout à l'heure, colonel Goya, si on allait revenir sur cette déclaration de la Maison-Blanche. Est-ce que finalement, il faut se méfier de cette déclaration? Est-ce que c'est de la communication ou pas? En tout cas, Vladimir Poutine et Donald Trump, je vais y arriver, ont annoncé qu'ils allaient reprendre des matchs entre la NFL et le championnat russe. Vous verrez ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que finalement il y a une normalisation des relations entre les Russes et les Américains? C'est peut-être pas tout à fait vrai. On en parle dans un instant. À tout de suite. De retour dans le grand dossier, merci de nous rejoindre. Que retenir de cet appel entre Donald Trump et Vladimir Poutine? Eh bien, ces deux-là veulent enterrer la hache de guerre et normaliser leurs relations. C'est Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, qui le dit lui-même aujourd'hui. Je peux dire en toute confiance que les présidents Poutine et Trump se comprennent très bien. Ils se font confiance et ont l'intention de normaliser progressivement les relations russo-américaines. La Russie et les États-Unis sont de très grands pays et les relations entre Moscou et Washington ont été trop entachées au cours des administrations précédentes. Il faudra bien entendu du temps et des efforts, soutenus par la volonté des présidents des deux pays, pour rétablir ces relations. Alors la normalisation des relations, c'est important. Ils veulent même
renforcer leurs relations. C'est en tout cas ce qu'ils veulent nous faire croire. Regardez ce que dit le Kremlin aussi aujourd'hui. Donald Trump a soutenu l'idée de Vladimir Poutine d'organiser des matchs de hockey aux États-Unis et en Russie entre des joueurs russes et américains. Michel Goya, je sais que vous n'êtes pas spécialiste de hockey sur glace, spécialiste de la bagarre par contre, oui. Regardez ces images, c'était il y a un mois, c'est entre Canadiens et Américains. Bon, disons que le match a été un petit peu interrompu parce que les joueurs ne s'entendaient plus du tout. On se demande quand on voit ces images si c'est très raisonnable de relancer des matchs entre Russes et Américains. Non, mais écoutez, moi quand j'entends parler effectivement de matchs symboliques, de retrouvailles, de certaines façons de normalisation par le sport, des relations politiques par le sport, moi je suis un vieux soldat de la guerre froide, hein, donc ça m'évoque d'abord la diplomatie du ping-pong, les matchs de ping-pong entre Américains et Chinois qui avaient précédé le voyage de Richard Nixon à Pékin. Mais ça m'évoque, en parlant du hockey, moi ça m'évoque aussi, en sens inverse, le match qu'on avait appelé aux États-Unis le miracle sur glace à Lake Placid pendant les Jeux Olympiques d'hiver en 1980, un match bouillant. Alors ça c'est du peace and love par rapport à ce qui s'était passé à ce moment-là, dans une ambiance de folie, où les Américains avaient gagné et qui a marqué symboliquement et même politiquement un peu le retour justement des États-Unis en 1980, les États-Unis Ronald Reagan dans la bagarre, mais dans la bagarre générale contre l'Union soviétique. Donc pour vous, c'est pas du tout anodin de proposer de relancer des matchs entre Russes et Américains. Non, mais on sait très bien, oui, l'esprit, c'est. Alors on faisait ça pendant la guerre froide, effectivement, c'était une manière. Le sport, c'est des batailles sans mort, quoi. Mais c'est des batailles pacifiques. Mais voilà, les soviétiques utilisaient beaucoup cette symbolique. On y revient. En plus, un sport qui plaît évidemment à Vladimir Poutine, qui plaît peut-être aussi à Donald Trump, paraît-il. Bon, voilà, donc ça mange pas de pain de proposer ça, quoi. Sergueï Parkhomenko, vous êtes avec nous. Bonjour, journaliste russe indépendant. Alors, d'après ce que j'ai compris, vous nous prévenez, il ne faut surtout pas qu'on tombe dans le piège de Donald Trump et Vladimir Poutine, parce que c'est une sorte de leurre. C'est plutôt pour montrer qu'il n'y a pas vraiment eu d'accord après cet appel. C'est un piège. Oui, je suis absolument sûr que c'est en fait une tentative de cacher l'absence totale des résultats réels des pourparlers. Ils n'ont absolument rien à présenter au public. Donc, ils font ce genre de feux d'artifice pour montrer quoi que ce soit. En plus, ça tombe bien dans l'image de Poutine. Il s'imagine très bien d'être Brejnev en face de Nixon au temps de 72 où ça a commencé. Donc ça ressemble très bien à l'image qu'il essaie de faire devant sa population. Voilà, les grands temps, la grande époque de l'Union soviétique, de la grande puissance de l'Union soviétique. Mais en fait, à mon avis, c'est pas l'enrichissement de la diplomatie par le sport, pas du tout. C'est tout simplement les tentatives de cacher la réalité. La réalité, ça, c'est pas si brillant que cette histoire de hockey. Et néanmoins, Gwendoline de Bono, c'est vrai que Vladimir Poutine insiste sur le fait de revenir sur la scène internationale, d'arrêter d'être un paria, d'être présent aussi, même sur la scène culturelle dans le monde. On l'avait vu notamment avec les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'était important. L'Eurovision aussi, la Russie en avait parlé. C'est souvent un thème qui revient pour le président russe. Oui, absolument. Et d'où le fait aussi que ce retour sur la scène internationale, cette sortie des sanctions, enfin dans l'esprit c'est un petit peu ça, c'était vraiment encore une fois une carte à jouer dans des négociations avec Vladimir Poutine. Un appel avec le président américain et peut-être une rencontre, puisqu'elle est évoquée dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, c'était une carte à jouer et c'est une carte qui lui est donnée d'entrée de jeu, parce que justement, effectivement, tout ça, c'est très important pour lui. Sylvie Berman, c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à autre chose comme annonce, c'est ce que soulignait Sergueï Parkhomenko. On attendait des annonces tonitruantes et extrêmement importantes sur un cessez-le-feu en Ukraine, et finalement, le Kremlin, on a le sentiment qu'il se joue un peu de nous. Il annonce qu'il y aura une reprise des matchs de hockey sur glace entre la Russie et les États-Unis.
Oui, d'ailleurs, ça figure dans le communiqué russe. Je ne suis pas sûre que ça figure dans le communiqué américain. Oui, il ne l'évoque pas. Parce que ça paraît effectivement dérisoire. Pour lui, c'est important. Il a toujours considéré que c'était une humiliation que les Russes ne puissent pas participer aux Jeux Olympiques avec hymne et drapeau. Oui. Il y avait déjà eu des éliminations des Russes pour raison de dopage auparavant. Et donc là, ça permet de revenir en plus dans un sport qui est son sport favori. C'est ça aussi qu'il cherche, colonel Goya. C'est vrai qu'on insistait beaucoup là-dessus. Vladimir Poutine ne veut plus être un paria. Et pour lui, c'est une immense victoire. Non seulement d'être au téléphone avec Donald Trump, mais en plus de dire « je vais revenir ». Et faire une sorte de reset, finalement, sur ce qui s'est passé. Oui, complètement. Ce coup de téléphone est une victoire en soi pour Vladimir Poutine, quel qu'en soit le contenu. Et je pense qu'en réalité, il y avait que peut-être du côté de Trump qu'on s'attendait à quelque chose d'important ou de tonitruant, comme vous disiez. Du côté de Vladimir Poutine, il n'y a aucune surprise. La surprise, c'est peut-être même l'ampleur des exigences qui sont formulées. Il n'y a aucune concession. Maintenant, on attend surtout du côté américain qu'on fasse quelque chose. Pour moins que ça, Volodymyr Zelensky avait pris la foudre quand même. Il faut quand même le rappeler. Et là, on attend toujours la moindre réaction américaine devant ce refus ou cette manière à peine masquée de gagner du temps. Grâce au retour de Donald Trump, néanmoins, Vladimir Poutine est en train de renverser la situation et de réaliser l'inimaginable. Sergueï Parkhomenko, il y a encore quelques mois, on n'imaginait pas que Vladimir Poutine pourrait se frotter les mains à ce point en se disant, voilà, j'ai réussi à inverser le cours des choses. Oui, il se sert de la situation où Donald Trump, en fait, n'est pas du tout intéressé des conditions concrètes de ce cessez-le-feu. Donald Trump, il s'en fout totalement. De quoi il s'agit, comment sera ce cessez-le-feu, quelles seront les conditions de la paix ou de l'armistice ou quoi que ce soit. Il est intéressé de l'image. Il est intéressé de dire que, voilà, moi, j'ai promis à faire ça en 24 heures, ça n'a pas marché, en 3 jours, ça n'a pas marché, en 30 jours, ça n'a pas marché, mais maintenant, vous voyez, ça marche. N'importe quel cessez-le-feu. Et entre-temps, Poutine, il peut se servir de ça parce que lui, par contre, il est très intéressé des conditions. Il est très intéressé de qu'est-ce que ça va donner en matière de territoire qu'il occupe, en matière de la démilitarisation, comme il l'appelle, de l'Ukraine, en matière de l'élimination de Zelensky et son équipe de la direction de l'Ukraine. Là, il est très intéressé. Mais voilà, il se sert d'un partenaire qui s'en fout absolument, qui est prêt à lui donner n'importe quoi, qui est prêt à accepter n'importe quoi, qui est prêt à faire n'importe quel cadeau à lui, en fait. Et il ne cesse pas d'avoir des cadeaux de la part de Trump, parce que Trump s'en fout. Et pour Trump, c'est pas intéressant du tout, c'est loin de ses intérêts. Ses intérêts sont tous à l'intérieur de l'Union, des États-Unis, où il veut faire son image devant ses électeurs. Donc, c'est des situations très, très favorables pour Poutine. Sylvie Berman, vous êtes d'accord avec Sergueï Parkhomenko? Vous êtes aussi catégorique que lui quand il dit que Donald Trump serait prêt à accepter n'importe quoi face à Vladimir Poutine? Alors, effectivement, l'Ukraine ne l'intéresse pas du tout en tant que telle. Ce qui l'intéresse, c'est de remplir sa promesse de campagne et donc d'avoir un accord, et un accord qui soit malgré tout pas violé le lendemain. Alors cela dit, il a tapé sur la tête de Volodymyr Zelensky et il a obtenu un accord parce que quand même Volodymyr Zelensky a dit qu'il se plaçait sous l'égide américaine pour la négociation avec Vladimir Poutine, mais c'est pas si facile que ça. C'est que Vladimir Poutine a des exigences de long terme, que lui n'est pas du tout pressé d'avoir un accord, d'abord parce que sur le terrain, il n'a pas obtenu totalement ce qu'il voulait, et d'autre part parce qu'il a cet impératif alors la démilitarisation pour la forme que ça prendra, en tout cas d'absence de présence de l'OTAN en Ukraine. Et donc, il peut attendre alors que Donald Trump veut passer à autre chose, veut s'occuper de la Chine et veut obtenir un résultat parmi ses
promesse de campagne. Gwendoline. Il y a aussi des choses qui se passent aux États-Unis ces derniers jours, ces dernières semaines, qui montrent aussi le rapprochement et dont on parle un peu moins que ces coups de téléphone et que ces négociations qui n'ont pas encore commencé. Mais l'administration américaine, là, il y a quelques jours, a mis fin au financement d'un programme qui était assez important, américain, qui monitorait le sort des enfants ukrainiens enlevés par les Russes, à peu près 30 000 enfants. Les démocrates disent que les datas ont été carrément effacées de ce programme. Effacées, il ne faut pas oublier que les enfants ukrainiens enlevés par la Russie, c'est la raison pour laquelle il y a eu un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale à l'encontre de Vladimir Poutine. Ça, c'est stoppé par l'administration américaine. Les démocrates disent que les données sont effacées. Donc ça, c'est quand même un signe moins public que les négociations. Mais vous avez raison, c'est passé sous les radars, cette information. C'est un peu passé sous les radars. Et la deuxième chose qui est rapportée dans une grande enquête aujourd'hui de l'agence Reuters, c'est que plusieurs agences américaines ont arrêté de travailler, ont reçu l'ordre d'arrêter de travailler sur tout ce qui est action russe de sabotage et de guerre hybride. Et le Congrès, pour l'instant, ne dit rien. Mais ça fait quand même beaucoup de décisions. Alors ça semble peut-être un peu technique, mais ça l'est pas tant que ça. C'est des vrais actes qui sont posés par l'administration Trump à l'égard de la Russie de Vladimir Poutine et qui lui sont très favorables. Mais vous avez raison, c'est pas du tout anodin. C'est un peu comme s'il voulait le rendre normal et supprimer finalement ce qui fait qu'il est visé par ce mandat d'arrêt. Ils se sont retirés également de tout le travail de recherche sur le mandat d'arrêt contre Poutine. Donc pour eux, voilà. Donc du côté américain, on s'en fout. Ce mandat d'arrêt n'a aucune consistance. La revendication, les enfants ukrainiens déportés, on s'en fout. Peu importe, oui. Voilà. Et donc, en fait, c'est encore une fois toute une série de cadeaux qui sont apportés à Vladimir Poutine sans la moindre compensation ou sans le moindre coup de bâton. C'est-à-dire que dans la carotte et le bâton, pour l'instant, il n'y a que des carottes. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce grand dossier. Merci aussi à Sergueï Parkhomenko qui était là et qui a accepté notre invitation. Dans un